Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci de nous avoir appelés, vous nous avez appelés de partout lorsque nous avons présenté la semaine passée notre numéro avec l'économiste et financier Juppy Bonseni qui nous a parlé de la vision économique mondiale et s'appesantir sur le cas de la RDC. Merci de nous suivre, merci de rester fidèles. Ce soir, nous allons parler d'un nouveau sujet, le management. Le management dans sa globalité et s'appesantir sur le management du temps. Et pour en parler, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau un professeur émérite de l'Université de Kinshasa qui est l'un des pères fondateurs du management en RDC et le recteur magnifique, le PDG de l'Université CEPROMAT. Mais avant de le présenter, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo, à Bongandanga, à 45 km de Bukavu, là je suis à Walungu, vous nous suivez à Beni, à Makiso, vous nous suivez à Popokabaka, vous nous suivez à Kikwit, vous nous suivez dans le Déo-Kassai. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous nous suivez en Europe, je suis en France, Luxembourg, Suisse, Le Châtel, vous êtes à Cologne en Allemagne, merci de nous suivre. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, où nous avons de la famille, où nous avons notre bastion. Vous nous suivez à Montgomery, vous nous suivez à l'Illinois. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux en allant vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Sanfurien Katende TV ou aller nous suivre en direct sur notre page Facebook Sanfurien Sanfo Katende. Vous pouvez nous suivre en Inde, vous pouvez nous suivre en Chine, vous pouvez nous suivre au Japon. Et là, vous êtes sur Kin24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir, professeur Saman Olout. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Professeur, nous sommes très heureux de vous avoir parce que ce n'est pas facile de vous avoir. Vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de charges, notamment à commencer là où vous êtes professeur, là où vous avez votre base, l'Université de Kinshasa. Vous êtes professeur émérite, vous êtes l'un des spécialistes, rares spécialistes en management, et vous êtes le recteur magnifique et le DG de l'Université CEPROMAT. Comment va le professeur Saman? Le professeur Saman, on ne l'appelle pas DG, on l'appelle professeur Saman, recteur magnifique. Donc vous le sentez, on est avec un professeur, il doit tout le temps nous remettre dans le droit chemin et nous sommes contents. Et voilà, c'est pour une bonne précision. Voilà, professeur. Et le professeur Saman a l'honneur de les déclarer et de les dire parce que c'est ainsi. Il est le premier Congolais docteur en management et depuis lors, il a déjà formé des collègues. Il se trouve maintenant au 28e docteur qu'il forme. Félicitations, félicitations. 28e docteur. 28e docteur. On doit le dire, l'université CEPROMAT est parmi les rares universités autorisées à organiser le 3e cycle en RDC, dont la spécificité est le management. Comme il s'agit du management, c'est de cela qu'on va parler. Professeur Saman, pour les non-initiés, qu'est-ce que l'on doit comprendre par management? Est-ce que le management, c'est juste une petite filière? Est-ce que le management, c'est un département? C'est quoi le management, professeur Saman? Une science transversale. Autour de cette science-là, sont collées, s'agencent beaucoup d'autres sciences et méthodes. C'est dire qu'en mécanique, on peut appliquer le management. En médecine, on peut appliquer le management. En psychologie, on peut appliquer le management. En journalisme, on peut appliquer le management. Tout ça pour arriver à une définition très simple que j'ai donnée. Le management, en 2 mots, c'est mieux. Être capable de faire mieux là où vous êtes dans un domaine spécifique et pour une tâche spécifique. Clairement, si hier, pour parler des listes de présence quand on tenait les réunions, on faisait passer un papier, chacun écrivait son nom et signait. Maintenant, nous concevons un formulaire. Tout à fait. On donne le formulaire
on sait qu'on n'écrit pas son nom sans poste-nom. Il y a une colonne pour les noms, colonne pour poste-nom, colonne pour les téléphones. On a fait déjà mieux. Donc, on a appliqué le management. C'est dire, donc, le management, c'est pour améliorer. En bref, quand nous prenons management, nous disons il y a plusieurs sortes de management alors à ce moment-là. Tout à fait. Très chers téléspectateurs, vous avez senti, la matière est abondante avec le professeur Nsaman. Nous allons parler ce soir du management, mais nous allons prendre l'un de ses embranchements, parce que le professeur Nsaman l'a si bien expliqué. Il y a le management appliqué à l'économie, appliqué à la médecine, appliqué dans divers domaines. Mais là, nous allons nous appesantir sur une grande question, la gestion du temps. Est-ce que le management peut s'appliquer au temps? Oui, le management peut s'appliquer au temps, tout en spécifiant qu'il y a le management de temps, comme il y a le management de survie, comme il y a le management empirique, comme il y a le management public, comme il y a le management politique des ressources humaines, comment former les acteurs politiques, management de compétences, etc., etc. Alors, en ce qui concerne le management de temps, vous avez été explicite. Pour une meilleure compréhension, il faut savoir, nous avions dit que le management a pour point focal une organisation. Ça peut s'appliquer là. Une organisation, soit-elle une entreprise privée ou publique, ne peut être considérée comme une organisation performante, une organisation efficace et efficiente, que s'il y a équilibre établi entre des ressources qui contribuent au développement de cette entreprise. Si je présentais sous forme d'un losange, dans chaque organisation, qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle soit philanthropique, peu importe, il y a 4 types de ressources. Ce que nous appelons les 4 R. Ressources humaines, pour que l'organisation fonctionne, présence des ressources financières, présence des ressources matérielles et présence des ressources temporelles. Il faut l'équilibre sous forme de losange. Ces 4 ressources. Si ces 4 ressources sont équilibrées, à ce moment, nous pouvons dire qu'on va vers la performance, vers l'amélioration, pour atteindre un objectif bien déterminé. Il faudrait ici être précis encore. L'objectif en management est différent de ce que nous pouvons appeler but, de ce que nous pouvons appeler programme, tout ça, etc., etc. Un objectif en management doit être 1. Quantifiable, 2. Mesurable et 3. Palpable. Donc on doit savoir quel est l'objectif. Si l'objectif est de pouvoir atteindre un arbre qui se trouve à 100 km, là c'est quantifiable. Si l'objectif, il faut compter le nombre de le nombre de maisons, est-ce qu'on a construit des écoles? Ça, c'est mesurable et c'est palpable, on peut toucher. Donc quantifiable, mesurable. Alors à ce moment-là, quel est le rapport entre l'objectif et le temps? Management des temps. Voilà. Vous l'avez dit. Le management des temps, en fait, s'évalue en termes de ce qu'on appelle chronogramme. Chronogramme, c'est un outil de management. Tout à fait. Mais qui implique
arriver à atteindre un objectif d'une façon efficace, ça signifie, vous voulez tuer le moustique qui est placé sur les vers, vous tuez ce moustique, même si le ver se casse, vous avez atteint votre objectif, c'était tuer. Deuxièmement, il faut tuer le moustique, mais il faut tuer ça d'une façon efficiente. C'est-à-dire, vous tuez le moustique sans commettre des dégâts. Sur le ver. Sur les vers. Et puis, quand il s'agit en termes de temps, vous direz que les temps, c'est quoi? Les temps, c'est en fait atteindre un objectif conformément au planning établi. Pour être licencié, il faut 5 ans. 5 ans, c'est ce qu'on appelle temps. Si vous avez atteint, vous avez dû parcourir tout cela sans arrêt en 5 ans, vous avez été efficace. Mais si vous avez redoublé des années, vous avez été efficace, mais vous n'avez pas été efficient. Tout à fait. Professeur Saman, alors, oui, oui. Les temps ici, nous dirons, c'est en fait l'utilisation d'une ressource qui est complémentaire, c'est-à-dire 4e ressource, complémentaire aux ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines pour pouvoir faire prospérer l'entreprise. Alors, il y a un problème parce qu'il faut mesurer ces temps, il faut palper ces temps, ainsi de suite. Nous sommes avec un grand enseignant, vous le sentez, c'est la matière parce que là, il y a la précision. L'importance du temps, l'importance de la gestion du temps dans nos organisations humaines. Vous êtes entrepreneur, vous êtes président de la République, vous êtes médecin, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes PDG, vous êtes responsable d'une ONG, vous êtes responsable d'une personne, vous êtes journaliste. Pour être productif dans le travail, il faut tenir compte du temps. Et là, je vais à une question directe. Professeur Saman, quelle est la symbolique du temps par rapport à un manager, au président de la République, à un gestionnaire d'une ONG, à nous tous même sur le plan individuel? Quelle est la symbolique du temps dans la gestion des organisations? Bon, la symbolique du temps, ça, c'est du matériel. C'est dire que ce qui représente le temps, ça peut être l'horloge. Vous voyez un peu, on a sa montre, on regarde l'horloge symbolique du temps. Symbolique du temps peut être tout simplement une salutation, c'est-à-dire monter des drapeaux. Ça y est, à telle heure, il faut qu'on monte des drapeaux. Symbolique du temps, ça peut être l'alerte. Pour dire, à 8 h du matin ou à 18 h, symbolique des temps, peut-être aussi les sons, les cocoricots. Vous voyez la nuit, il y a à 4 h du matin, quand il y a le coq qui sonne, à ce moment-là, ça peut aussi signifier symbolique des temps. Symbolique des temps, peut-être dans notre coutume, il y a un certain nombre, c'est-à-dire un calendrier. Il y a des jours où les femmes ne doivent pas aller en brousse. C'est réservé. Symbolique des temps. Et maintenant, nous dirons, d'une façon générale, symbolique des temps, c'est le jour, l'heure d'abord, le jour, 24 heures, le mois, 24 heures multiplié par 30, l'année, 30 nombre d'heures multiplié par 360 jours, etc., etc. Ce sont des symboliques de temps. Ce qu'on appelle généralement un calendrier qui est redressé là-dedans. Ça indique le jour. Professeur Saman, nous avançons. Maintenant, nous comprenons la symbolique de temps,
Pour un PDG, il peut regarder, il reproche son travailleur, tu viens souvent en retard. Il y a d'autres qui se disent, moi je vais évaluer cela par rapport à payer les frais à mes travailleurs. Mais pour ce gérant, ces dirigeants qui ne tiennent pas compte d'aucune notion de gestion du temps dans la rentabilité de leur travail. Par exemple, on est là, il y a 6 mois que le gouvernement est là, mais on n'a pas toujours de gouvernement. Mais dans l'administration, il y a aussi ces notions de temps parce qu'on doit évoluer. Vous avez un PDG qui a de l'argent, mais qui ne sait pas évaluer, quantifier en termes de temps quelle est la performance de ses travailleurs. Alors, je pose cette question. Est-ce qu'on s'expose à certains dangers lorsqu'on n'a aucune notion de gestion de temps dans les organisations humaines, comme des entreprises, comme la présidence, comme une ONG, comme un hôpital, comme un hôtel? Est-ce qu'on s'expose à un danger lorsqu'on ne sait pas gérer le temps? Alors, à ce moment-là, il faut faire la différence entre les factuels et la procédure. Quand vous me demandez qu'est-ce que vous dites, quels sont symboliques des temps, à ce moment, c'est le factuel. Tout à fait. Le management n'est pas tout à fait concerné par ça, parce que c'est une question d'énumération. Mais le management est plus concerné quand on parle de la procédure. On dit comment utiliser le temps. Voilà. À ce moment, nous dirons, quand on parle de symbolique de temps, c'est une énumération. Mais comment utiliser le temps pour être plus efficace? Nous dirons, il y a le temps à considérer comme contrainte. Il y a le temps stratégique. Il y a le temps choix. Le temps contrainte signifie quoi en fait? Le temps contrainte signifie que vous le vouliez ou pas, ce qui doit arriver arrive. Donc il faut vous arranger pour exécuter votre tâche dans des normes. Qu'est-ce que cela à dire? Un exemple concret. L'homme, le jour, c'est 24 heures. Il est prévu 8 heures de travail, 8 heures de ceci, 8 heures de cela. Mais en supposant que vous puissiez résister. Vous travaillez pendant 8 heures. La suite, vous refusez de dormir. Vous continuez à travailler. Vous refusez de dormir. Vous bouclez les 24 heures. Vous allez résister pendant combien de temps? À nous de l'expliquer. Il arriverait un moment où vous tombez pour être forcé à dormir. Ça s'appelle temps contrainte. C'est-à-dire, il faut respecter les temps contraintes pour que vous puissiez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Du point de vue biologique, nous dirons par exemple, le médecin dit qu'il faut prendre des médicaments à telle heure et telle heure parce que vous êtes diabétique. Si vous ne respectez pas ce temps, qui est le temps contrainte, vous voyez déjà à quoi cela arrive. Tout à fait. La même chose au niveau politique. Si on dit qu'on doit prononcer les discours, le président de la République doit s'adresser au peuple une fois l'an, par exemple devant le Congrès, si vous ne respectez pas cette date-là, qui est le temps contrainte, vous ne respectez pas la date de déposer le projet de budget au Parlement, vous violez ce qu'on appelle temps contrainte. Vous voyez ce que ça donne. Et c'est là, dans n'importe quelle entreprise, il y a les temps contraintes qu'il faut respecter pour être efficace. Maintenant, il y a ce qu'on appelle temps stratégique. Les temps stratégiques, c'est en fait la notion de temps qui est tellement stratégique que si vous ne respectez pas cela,
il y a de l'impact négatif sur vous ou sur l'entreprise, mais en termes de pertes matérielles ou financières. À supposer que vous puissiez planter, ou vous puissiez plutôt prendre un avion pour un voyage d'affaires. Nous disons il y a un forum quelque part en Chine. Pour des raisons de, je ne sais pas, des visas, des transports, ainsi de suite, vous arrivez au moment où le forum est terminé, et comme j'ai lu dans la presse aujourd'hui que la Chine et les autres ont signé 84 projets pour 20 milliards de dollars, vous arrivez en retard. Tenez, vous allez signer quel contrat et à quel moment? Donc ce temps-là était stratégique. Il faut être là pendant qu'on est en train de distribuer tout cela. Il fallait être à temps. Et très souvent on dit les absents ont Toujours tort, oui, oui. Donc c'est par manque de respect des temps stratégiques. Ce qui est un élément extrêmement important en management. Et c'est pourquoi on dit aussi time is money. Partant de cela, on peut parler d'une troisième catégorie qu'on peut appeler temps choix. Le temps choix, c'est en fait une sorte de libéralité que quelqu'un prend pour dire qu'est-ce qu'il faut. Il doit travailler. Par exemple, le temps choix à l'université. Le doyen est là. Le recteur est là. Il y a des chercheurs. L'organigramme n'est pas généalogique, mais l'organigramme est circulaire. C'est-à-dire vous avez élu le doyen, vous avez élu les recteurs. Mais les recteurs, le doyen ne peut pas forcer un professeur à devoir trouver les résultats d'une recherche. Quand le professeur est en train de faire des recherches, il va à son allure. On ne peut pas le forcer. Et encore plus, ce qui est important, c'est que on ne peut pas prendre le cours de quelqu'un d'autre, un spécialiste, tout à fait, pour donner à un autre spécialiste parce qu'on veut gagner du temps. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est demander à ces spécialistes-là s'il peut éventuellement fournir un effort pour terminer à temps. Et ce qu'on fait généralement, les appariteurs au campus se conviennent avec le professeur. Monsieur le professeur, vous dispensez votre enseignement le premier semestre ou le deuxième semestre? Le professeur l'a dit. Et maintenant, avec des méthodes LMD, on calcule en termes de crédit. C'est-à-dire que on programme le cours quand on peut le programmer et suivant la disponibilité en tenant compte des mobilités et consorts. Voilà. Ça, c'est un problème de l'utilisation des temps, non l'existentialisme du temps en management. C'est ce qui est important. L'utilisation du temps, non l'existentialisme du temps. S'il vous plaît, quand vous suivez le professeur Nsaman, vaut mieux noter parce que ça, ce sont des connaissances qui nous permettent de mettre à jour notre manière de gérer dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos services, avoir une bonne qualité. Professeur Nsaman, on arrive au point, comment améliorer ce management de temps dans nos entreprises, dans nos organisations humaines et même pour soi-même? Comment améliorer notre gestion du temps pour être productif dans le travail que nous réalisons? Pour améliorer, il faut connaître. On dit, on ne change que ce qui existe. Tout à fait. Et on améliore que ce qui existe. C'est-à-dire, quand on dit améliorer, il faut commencer d'abord par refuser la critique facile. Il faut refuser le découragement. Il faut refuser ce qu'on appelle des stress. Dire,
On ne peut pas faire ça. Dans ce pays, rien ne peut marcher. C'est toujours comme ça, etc., etc. À ce moment-là, c'est impossible de pouvoir améliorer. Tout à fait. Mais il faut prendre la situation telle qu'elle se trouve. C'est pourquoi on dit un manager, c'est un homme solution. Lui va chercher, à partir de ce qui existe, comment il faut aller. Alors, à la différence des sciences normatives, qui en fait vous amènent à devoir mémoriser. Quand tu fais le droit constitutionnel, tu es très brillant quand tu es capable de citer les articles par cœur et ainsi de suite, de nicher tout ce qu'il y a en anguille sous roche. Mais quand on fait le management, à ce moment-là, le juriste, lui, il traite de ce qui devrait être. Mais le manager traite de ce qui est. Ça, c'est déjà un élément facteur temps. On a écrit qu'il faut arriver au service à 8 heures. C'est normatif. Et qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à 8 heures, les gens viennent en retard? Là, c'est le manager qui va intervenir pour corriger. Alors, c'est pourquoi, pour répondre à votre question, je dirais, il y a des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire purement scientifiques, pour améliorer la gestion des temps, et il y a des facteurs émotionnels qui sont extrinsèques. En ce qui concerne les facteurs intrinsèques, donc purement scientifiques, il faut revenir tout simplement au sein infinitif de Fayol. Il faut savoir planifier ton temps. Planifier les temps, ça signifie quoi? Pour tous les faits, il faut avoir d'abord un objectif. L'objectif est tel. Maintenant, il faut utiliser la méthode brainstorming pour décrire tout ce qu'il y a comme activité qu'il faut réaliser préalablement à atteindre l'objectif. En vrac. Je crois que vous êtes avec moi. Tout à fait, professeur. Troisièmement, il faut hiérarchiser ces activités que vous avez. Quelle activité qui vient avant l'autre? Quelles sont les activités qui sont consécutives? C'est-à-dire une activité qui arrive après une autre. Quelles sont les activités qui sont parallèles, qui peuvent éventuellement s'exécuter au même moment? À partir de là, vous établissez ce qu'on appelle le point critique du chronogramme pour pouvoir atteindre votre objectif. Le point critique signifie, toujours en termes de temps, que pour arriver là, il faut tout d'abord ici. C'est-à-dire, pour pouvoir arriver à l'école, il faut que j'ai ma voiture. Mais pour avoir la voiture, il faut se rassurer qu'il y a du carburant. Il faut se rassurer qu'il y a les chauffeurs. Il faut savoir à quelle heure on quitte ici et combien de temps il faut quand on quitte ici jusque-là. Il faut maintenant un plan B. Au cas où il y a l'embouteillage, je dois prendre quel chemin. Ainsi, tout cela est planifié. C'est ce qu'on appelle les activités qu'il faut chronogrammer. Alors, quand cela est fait, c'est parti. Ça, c'est la planification. Maintenant, il faut savoir organiser son temps. Pour organiser le temps dans l'entreprise, il faut savoir qui donne l'ordre. L'ordre commence d'où? Ça s'arrête où? S'il y a bifalisme, il y a dualisme de pouvoir, ainsi de suite, à ce moment, il y a déjà la confusion. Professeur Samal, alors ces managers qui donnent des ordres, par exemple, ils donnent à l'un et l'autre répercute. Est-ce que c'est une bonne approche ou bien il faut changer? C'est-à-dire, il y a deux façons de donner des ordres. On peut appliquer le management directif, on peut appliquer le management participatif, on peut appliquer le management délégatif, etc., etc., dans le donner des ordres. Management directif, c'est le haut qui dit « faites ça », vous exécutez. Management participatif, le chef vous fait dire ce qu'il veut dire. Ça signifie
quand on doit enlever la saleté qui se trouve là, en management directif, on dit 1, 2, 3, allez-y, enlevez-moi cette saleté-là. En management participatif, on dira, regardez un peu, la saleté qui est là, ça provoque les maladies, ainsi de suite. Vous croyez vraiment que ça doit rester là? Les gens répondent non, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever. Alors, enlever, c'est le management privé. Et le management délégatif, c'est-à-dire, on cède une partie de pouvoir à un collègue. Mais à ce moment, il faut savoir, quelle que soit la situation, quand on délègue le pouvoir, il faut un minimum de confiance. Parce que si vous déléguez en supposant que celui-là va être identique à vous, c'est foutu. Il faut être tolérant pour dire, qu'il fasse ce que vous lui demandez de faire. Qu'il ne fasse pas ce que vous lui interdisez de faire. Mais entre deux, qui prennent l'initiative pour avancer. Partant de là, on peut arriver encore au contrôle. On dit, le manque de temps est une perte de temps. Dès que vous avez donné un ordre et que vous n'avez pas le temps de suivre cet ordre-là, c'est une perte de temps. Parce que celui qui conçoit est toujours différent de celui qui exécute. Tout à fait, moins que tout ce à soit fait. la même personne. Ok. Alors il faut arriver à concevoir ensemble en faisant participer les autres à la décision. On exécute ensemble et on évalue ensemble. À ce moment-là, on gagne du temps et on est en train d'avancer. Ça, c'est un peu un aspect intrinsèque, scientifique. Mais seulement l'autre aspect qui est subjectif. Vous voyez, subjectif, tout à fait émotionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner du temps? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner du temps? Il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir gagner du temps. Réellement. Par exemple, téléphoner à longueur de journée au bureau. Il y a le bureau, il y a des téléphones qui se trouvent là. Vous êtes là, vous commencez à téléphoner pour parler de vos affaires, saluer des gens. C'est une perte de temps. Oui, oui. Par conséquent, comme vous avez dit tantôt, fermez les téléphones. C'était pour qu'on puisse gagner du temps et la qualité du travail qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il ne faut pas se faire interrompre. Et quand on dit fermer les téléphones, ça c'est une évidence. On gagne le temps. Quand nous disons aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des visites impromptues. Vous transformez votre bureau en salle de réunion familiale et réunion amicale. Des amis viennent, vous ne l'attendiez pas, ils s'amènent. Pour ça, on dira en management, il faut un calendrier. Le chef reçoit tel jour, tel jour, tel jour. À telle heure. À telle heure. Cela est prévu. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? De s'occuper trop des détails. Au moment où vous déléguez les pouvoirs, vous dites, faites ceci. Maintenant, vous suivez, non, là, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Alors, pourquoi avez-vous délégué? Si vous voulez qu'il fasse exactement ce que vous faites, il a fallu faire ça vous-même. Mais quand vous déléguez, c'est pour gagner du temps, surtout s'il s'agit des travaux qui sont parallèles, ce qu'on appelle son chronogramme. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous sentez que la matière est abondante et nous aussi nous courons derrière le temps. Professeur Saman, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges aussi importante et les téléspectateurs partout dans le monde qui vous suivent apprécient. Professeur Saman, ça sera pour nous une faute très grave, un manquement grave de ne pas vous poser cette question, vous qui êtes le père du samanisme. La RDC, 59 ans après son indépendance, est-ce que nous avons mieux géré le temps? Nous avons eu un bon management de temps dans l'épanouissement de notre nation, la RDC, 59 ans après. Au père du samanisme, je pose cette question. Vous savez, je vous ai dit tantôt que le management, c'est comme un éléphant. Tout à fait. Entouré de 20 aveugles. Chacun juge en fonction de la partie qu'il a touchée. Moi, peut-être je peux émettre un avis en fonction d'un secteur qui m'est cher, l'enseignement supérieur et universitaire, tout à fait, l'éducation des enfants, ainsi de suite. Ça,
j'ai évolué dedans. Bien sûr, il n'est pas exclu que je peux être au plan, je peux être n'importe où, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais seulement, on applique le management partout. Mais il faut un cas exemplatif. Est-ce que nous avons bien géré les temps en ce qui concerne la formation des cadres congolais? Je ne sais pas si cette question peut vous aller. C'est une très belle question. Vous pouvez aussi répondre à cette question. Oui, je réponds, parce que moi, je ne veux pas répondre à tout. Je prends un cas exemplatif. Le cas exemplatif, c'est qu'on forme des cadres universitaires pour un objectif déterminé. Avant l'indépendance, il y avait des cadres universitaires dans notre pays. Ces cadres étaient formés en Europe, mais avant de venir au Congo, ils devaient être tropicalisés. Ils devaient passer par Anvers pour suivre un certain nombre de cours et venir leur dire comment on se comporte au Congo, comment faire travailler, chicoter le Congolais s'il le faut, couper leurs mains s'il le faut. C'est de cette manière-là qu'ils vont travailler. C'est-à-dire, il y a des connaissances qu'on a, mais maintenant il faut ajouter à ces connaissances-là la compétence pour qu'on puisse aller. Est-ce qu'on a respecté le temps avec ces universitaires-là? Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Oui, on a atteint l'objectif parce que notre pays était comparable à l'Afrique du Sud, était comparable à telle à l'indépendance. Alors que nous n'avions qu'à peine 10 universitaires congolais. Mais il y avait des universitaires avant. Mais maintenant, est-ce qu'on les a bien préparés? Première étape, c'est fait. Deuxième étape, nous devrions utiliser des universitaires. Mais nous n'avions pas. Ce que nous avions comme universitaires, c'était des séminaristes. Parce que c'est en 1925 qu'on a parlé du concept universitaire au départ, avec Fomelac à Kisantu. Alors, mais pour être considéré comme universitaire, il faut être un assimilé. Ce que j'ai appelé assimilation. Je suis parti de la tropicalisation. Tout à fait. J'arrive à l'assimilation. Donc il fallait former des gens qui disent yes man. Quand on vous tape de ce jour-là, vous donnez l'autre. Quand l'évêque a parlé, vous dites oui monseigneur, etc., etc. Les jeunes gens, à ce moment, nous avions des universitaires. Les séminaristes sont des grands universitaires, mais qui étaient orientés vers la théologie, ainsi de suite. Cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas universitaires, ils étaient, mais on a refusé de les appeler universitaires. On les appelle grands séminaristes parce qu'ils ont fait la philosophie. À l'université, chez nous, on l'appelle licencié en philosophie. Là, on l'appelle grand séminariste en philosophie ou en théologie, ainsi de suite, sans vouloir leur donner l'étiquette d'universitaire. C'est fait sciemment. Alors, quand il y a ça, ça n'a pas bien marché. Parce que des assimilés, des assistants médicaux, de tout ça qu'on a mis, qui portaient des épaulettes plus ou moins violâtres là, n'ont pas pu. Quand les universitaires sont partis à l'indépendance, nous sommes restés devant un vide. Il fallait maintenant former rapidement d'autres universitaires. C'est encore l'utilisation des temps. Et pour aller vite, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'école ENLA, on a transformé les écoles normales en ISP, on a créé des écoles en cascade pour pouvoir former des soi-disant universitaires. Ils sont universitaires, certes, parce qu'ils ont appliqué les programmes de l'Europe, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui arrive? C'était plus des scientistes au lieu d'être universitaires. Scientiste, c'est-à-dire celui qui connaît la science, l'application des formules, mais pas celui qui sait appliquer ces formules dans le contexte. Résultat, les résultats, c'est que nous avons des ingénieurs, agronomes, mais on est resté toujours sous-alimenté. Les médecins, eh bien, il se fait que le taux de mortalité ne faisait qu'augmenter. Maintenant, bien sûr, on parle d'Ebola, mais à ce moment-là, il faut Moyembe là, bien sûr, félicitations, mais les autres étaient incapables de pouvoir résoudre ces problèmes-là.
c'est dire qu'on est parti des 100 universitaires dans l'époque des assimilés à des centaines de milliers d'universitaires à l'UNASA, mais qui n'étaient capables de rien. On a continué avec ça il fallait qu'on arrive à quelque chose. Autonomisation. On réforme l'UNASA. On crée l'UNASA. Parce que il se mêle de la politique. Moi, je veux qu'ils soient ici, ensemble et qu'on sort. Mais ça n'a pas marché non plus, l'autonomisation. Mais en essayant, donc, on a perdu encore le temps. Qu'est-ce qui arrive par la suite? On va s'apercevoir qu'il y a des sciences qu'on n'enseignait pas dans notre pays, mais qui ont développé d'autres pays. Par exemple, le management. Par exemple, l'informatique. Par exemple, pétrole et gaz pour les ressources naturelles. Même l'anglais, qui est une langue tout à fait internationale. Mais chez nous, à la hâte, on a voulu nous apprendre le flamand. Parce que les Français déjà étaient en avance sur les flamands. Mais ces Français-là ne suffit pas non plus. C'est seulement maintenant qu'on va s'apercevoir qu'attention, toujours le temps, la Chine en 40 ans est partie des pays sous-développés vers les pays émergents jusqu'à faire la concurrence, voire même occuper la première place du point de vue de la science aux États-Unis d'Amérique. Mais nous, en 59 ans, où est-ce que nous sommes partis? C'est seulement maintenant, c'est cette année ici, qu'on a pu reconnaître des sciences comme pétrole et gaz. On vient d'ouvrir la faculté à l'UNIKIN. Qu'on a pu reconnaître des sciences comme informatique. Ce n'était pas connu, c'était fait, mais ce n'était pas connu. On vient de mettre ça à la faculté des sciences, mathématiques et informatiques, à l'UNIKIN. Le management, bien sûr, on a donné ça au CEPROMAT, ça se trouve là. Et maintenant, vous entendez, quand une université dit il accorde des bourses seulement à ceux qui ont fait les sciences, mathématiques et ceci, cela, ainsi de suite. C'est dire que la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, quand on a mené des études, on a reçu 750 préfets. On leur demande de s'identifier. Il n'y avait que 5 préfets qui étaient des préfets des humanités techniques. Tous les autres étaient des préfets des sections commerciales, sections pédagogiques, littéraires, etc., etc. Grâce à Dieu, maintenant on parle du ministère de la formation professionnelle, on parle de ceci pour y arriver. C'est dire en fait que depuis lors jusqu'à ce niveau, je les déclare et je m'assume. Les universités où moi j'enseignais depuis lors, et je continue d'ailleurs à enseigner conformément au programme imposé, ces programmes forment plutôt des chômeurs. Ah bon? Chômeurs. Vous prenez 1000 juristes collés de l'université de Kinshasa, 2 mois après vous demandez, il y en a combien qui ont trouvé du travail? Répondez à la question. Alors, allez voir les sociologues, allez voir les anthropologues conformes, demandez-leur, posez-lui d'abord la question. Toi, tu es licencié en sociologie, oui. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme travail? Très bonne question. Hein? Ah, répondez à la question. Alors, c'est dire que la partie professionnalisation, employabilité n'était pas considérée. C'est pourquoi, quand nous partons, nous utilisons le même principe. Un éléphant entouré de 20 aveugles, nous avons ici le management de formation, un management politique, management public, management privé,
management des compétences, management de survie, management de ceci. Chacun peut avoir ce doute. C'est-à-dire que nous essayons de récupérer le temps en partant de quelques exemples. Les États-Unis d'Amérique ne se sont pas développés grâce aux multinationales, mais plutôt grâce aux petites et moyennes entreprises. Donc nous devons, nous, lancer nos petites et moyennes entreprises. À l'université du CEPROMAD, il y a un programme d'incubateur et de pépinières d'entreprises en management. Ou incubateur, c'est-à-dire on forme des jeunes gens en fonction de leur formation de base au niveau des États. Nous partons, c'est compliqué, il faut le faire, il faut agir. Le cas de l'INPP, il faut maintenant un mariage entre l'INPP et les universités aussi. Il faut un mariage entre le 3e cycle et l'école secondaire. Parce que il ne suffit pas de former des docteurs. Vous pouvez en former 100 000. Si on leur a appris de prononcer directeur au lieu de directeur, les 100 000 vont prononcer directeur et enseigner directeur. Professeur Mais maintenant, Saman, il faut le management pour que nous puissions aider quelqu'un pour atteindre 3 objectifs. Former un universitaire qui est capable de créer des richesses. Former un universitaire qui est capable d'innover ce qui existe. Former un universitaire qui est capable d'améliorer, ne fût-ce que mettre une couche de peinture au lieu de se contenter de ce qu'il y a. Aller dans un grand bâtiment de l'État qui se trouve là-bas, un bâtiment à 10 étages, mais quand vous êtes tout près, vous avez envie de fuir. Parce qu'il y a des eaux qui sont en train de sointer. Alors, à ce moment-là, si c'est l'État qui doit tout faire, ça n'ira pas. Il faut les PPP, oui. partenariat public-privé, associer les autres à agir. Signer un contrat pour que quelqu'un puisse s'occuper du syndic tout simplement, pour que ça puisse marcher. Mettez chacun à sa place. Et cela dit, conclusion, notre système d'enseignement doit être repensé. Il faut certes envoyer tous ceux qui ont été apprendre en Europe et ailleurs, mais avec ce mot d'ordre, venir appliquer votre science dans notre culture et revaloriser notre culture. Ainsi, nous n'aurons pas perdu du temps. Pourquoi, pour conclure, dans chaque village dans notre pays, il y a au moins une sage femme. Dans chaque village. Mais nous sommes maintenant en train de former des infirmières accoucheuses à la manière des Européens, sans chercher à revaloriser les sages-femmes. Les sages-femmes qui sont dans les villages, les prendre, les mettre aussi au recyclage pendant un bout de temps. Ça sera certainement 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, pour pouvoir les employer. Et dès qu'on les a recyclés, on les emploie, on aura consommé, diminué le nombre de chômeurs, comme on est en train de dire. Voilà encore quoi? Nous avons des juges traditionnels qui sont partout, qui étaient dans tous les villages. Ils arrangeaient les affaires. Mais comment on est en train de les capitaliser? On se plaint qu'il n'y a pas de parquet partout. Mais quand on devait revaloriser ces juges-là, les mettre ensemble avec ceci, prendre des professeurs d'université, tout ce qu'on veut, pour aller parler en langue pendant quelque temps, enseigner le droit civil en langue, ainsi de suite, ces gens-là peuvent éventuellement améliorer ce qu'ils sont en train de faire et avancer. Gagnons du temps parce que le temps ne nous appartient pas. Gagnons du temps parce que le temps ne nous appartient pas. Là, ce sont les derniers propos pour ce magazine Data Markets Abondant avec le professeur Nsaman, dont nous sollicitons qu'il puisse revenir parce que nous n'avons pas pu tout épuiser. Même en 10 émissions, même en 100, on n'épuisera pas parce que le professeur Nsaman
est une source intarissable. Que Dieu prête vie. Professeur Saman, merci beaucoup. Merci. Merci à la grande équipe de Data Market. Si vous avez raté la diffusion de ce magazine le lundi à 22h juste sur Kin 24, rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous sur toutes nos plateformes Internet, notamment sur YouTube, Symphorien Katende TV, Symphorien, Sympho Katende sur Facebook, partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.